Alors, nous poursuivons donc ce colloque sur le fanatisme et la mort qui a débuté ce matin. Et nous allons avoir maintenant, je dirais, une invitée de marque qui nous vient directement de France et qui fait du travail plus qu'intéressant pour nous. Cette personne, je l'ai rencontrée cet été dans le cadre du congrès de l'International Cultic Association à Bordeaux. Et j'avais trouvé ces recherches très intéressantes et très pertinentes par rapport à notre objet de recherche de la radicalisation et des fondamentalismes religieux. Alors, je vous présente brièvement Monique Loret, qui est psychiatre, psychanalyste, membre de l'Espace analytique de Paris et membre de la Fondation européenne de psychanalyse. Elle est aussi psychiatre et psychanalyste et elle travaille aussi, elle est aussi dans le conseil scientifique du Centre d'action et de prévention de la radicalisation des individus qui est situé dans la ville de Bordeaux, le CAPRI, qui est l'équivalent du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal. Car vous savez que ce Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal a été fondé par le maire, l'ex-maire, en fait, Denis Coderre. Et dans le cas du CAPRI de Bordeaux, où travaille Mme Loret, c'est le maire Alain Juppé de Bordeaux qui a fondé ce centre-là. Et elle aussi, elle co-organisera un nouveau programme en psychopathologie du droit et des dérives sectaires à l'Université catholique de Lille en janvier 2018. Ce nouveau programme-là va commencer. Septembre, pardon. Et donc, elle transmet et enseigne la psychanalyse en France, en Europe et depuis 2011 aussi en Chine. Donc, elle fait beaucoup de voyages en Chine et connaît bien la culture chinoise. Elle a également organisé plusieurs colloques depuis 2010, en plus de publier plusieurs ouvrages et articles, dont l'ouvrage principalement qui a fait qu'on a voulu l'inviter pour la thématique de ce colloque, son ouvrage sur la pulsion de mort. Son travail de formation et de transmission donc, a été effectué régulièrement à l'hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents de Wuhan, en Chine, ainsi que ses nombreuses interventions dans d'autres villes de Chine, qui l'ont amené à être présélectionné parmi les 50 artisans de la relation franco-chinoise en 2014. Ses axes de pensée et de recherche sont des questions d'éthique, de réflexion sur nos sociétés et de transmission de la psychanalyse. Elle était très fière de nous dire à son arrivée hier qu'elle avait officiellement, grâce aux formations qu'elle donnait aux psychanalystes chinois, réussi à faire reconnaître la psychanalyse en Chine, ce qui n'est pas rien quand même dans un pays comme la Chine. Et donc, elle poursuit son travail. Elle fait aussi de la pratique privée. Est-ce que vous faites toujours de la pratique privée? Oui, moi, c'est mon cabinet. Mon cabinet à Toulouse. Voilà. À Toulouse, donc dans le sud de la France. Alors, donc, on va avoir une conférence qui est un petit peu plus longue que les autres conférences parce que c'est le conférencier principal. Et la conférence sera suivie donc d'une période de questions. Alors, je vais inviter le discutant, M. Brunet, à se présenter à côté. Et donc, je vous présente Monique Loret. Merci. Alors, écoutez, je ne sais pas si je serai discutant, mais je serai sûrement animateur. Alors, je vous laisse la parole. Je tenais d'abord à remercier vivement Martin Geoffroy, effectivement, une collaboration née d'une rencontre fin juin. Remercier le Cégep et le Céphir qui m'amènent à voyager de l'autre côté du monde, plutôt vers le Canada et Montréal, plutôt que vers la Chine. Habituellement, en octobre-novembre, j'étais plutôt en Chine, mais cette année, il y avait une pause et donc ça me permet de venir vous rencontrer. Voilà. Je travaille aussi au conseil scientifique donc, du centre du CAPRI, qui est pluridisciplinaire. Nous sommes plusieurs intervenants de différents champs et tentons de réfléchir aux solutions à proposer à nos jeunes qui s'orientent vers la radicalisation.
Donc j'ai choisi, moi, aussi à partir du thème d'Olivier Roy, qui comparait un petit peu ce qui se passe dans le mécanisme du djihadisme avec la révolution culturelle. Ça m'a amené à réfléchir un petit peu plus large sur nos sociétés et sur certains mécanismes idéologiques fanatisés et sectaires qu'ont été le nazisme et puis la révolution maoïste. Donc je vous propose la pulsion de mort dans le champ du fanatisme idéologique. Je partirai d'une petite phrase de Voltaire que je relisais récemment dans son traité sur la tolérance. Il semble que le fanatisme, indigné depuis peu des succès de la raison, se débatte sous elle avec plus de rage. Donc le siècle qui s'ouvre nous confronte collectivement à une nouvelle vague de psychose et de mort et nous pousse à penser dans l'urgence le mal et les forces destructrices. La force d'une civilisation face aux attaques de violence et de haine réside dans sa capacité de résilience. Le XXe siècle a vu se déplier les effets dévastateurs de deux principales idéologies, le nazisme et le communisme. La première a été stoppée par la guerre et la seconde s'est effondrée d'elle-même, créant la surprise. Le XXIe siècle débute bruyamment avec l'éclosion violente d'une nouvelle idéologie extrémiste islamiste, le wahhabisme, littéraliste, prônant l'ultraviolence et la terreur, à l'aide d'un discours de rupture propagandiste, rupture à l'encontre de la démocratie, et ouvrant sur des peurs collectives de risques de destruction de notre civilisation. De nouvelles idéologies sont apparues, il me semble aussi, depuis ce début de ce siècle, notamment depuis la chute des Twin Towers, et œuvrent de manière plus insidieuse peut-être. Celle, par exemple, d'un grand contrôle universel de l'humain par la machine, de par ses données numériques, nouvelle matière première inépuisable recueillie par les big data, qui vise à une mise en données du monde, de surveillance et, selon certains, peut-être à une gouvernementalité algorithmique, risquant de mettre en péril peut-être les démocraties, et celle aussi d'une pensée transhumaniste qui vise à la fabrique d'un humain augmenté et à un remodelage de l'humanité, courant de pensée financé d'ailleurs par les mêmes firmes du big data. Chaque génération renouvelle ses prétextes à laisser œuvrer la pulsion de mort, dit mon confrère et ami Gérard Pommier, avec lequel je suis très engagée sur ces questions. Des prétextes économiques et politiques sont avancés aujourd'hui plus encore qu'hier pour pousser au pire au nom d'un père divin, et la nouveauté de la violence nous oblige aujourd'hui à penser. Cette violence déchaînée au niveau de la planète atteint des sommets d'intensité et d'imprévisibilité jamais égalés jusqu'auparavant. Un politologue, Frédéric Cross, en France, parle de guerre diffuse qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Cette violence qui produisait du sacré pour René Girard ne produit plus rien qu'elle-même, dans une montée aux extrêmes qui a détruit le Moyen-Orient et qui menace aujourd'hui le monde. L'engagement fanatique d'un certain nombre de jeunes occidentaux pour cette cause djihadiste, une cause qui n'a d'autre visée que la mort et la destruction, nous pousse donc aussi à penser cette irruption du réel, nous parlions du réel tout à l'heure, de cette intolérance et de cette violence aussi en tant que symptôme peut-être de nos sociétés. Olivier Roy a donc remarqué un parallélisme avec l'idéologie maoïste dans le projet d'éradication systématique d'une culture et d'une société pour faire place nette et rase et permettre du nouveau dans la réalité pour les maoïstes, dans le fantasme pour les djihadistes, avec l'avènement d'un nouveau monde à partir de la mort. La révolution culturelle a été pour Olivier Roy l'acte de naissance d'une révolte générationnelle à laquelle on assiste aussi dans le djihadisme, c'est-à-dire avec une haine contre les pères, dans un parricide pour les psychanalystes qui n'est pas symbolisé mais agi. Ces deux idéologies se sont appuyées sur un processus de désintégration, un orage, on dit les Chinois. J'ai recueilli un des premiers témoignages des gardes rouges de la révolution maoïste qui était très intéressant, Dai Xiaohai, qui est sorti dans les années 70-71. Donc les Chinois souhaitaient travailler à la destruction des quatre vieilleries
que représentaient pour eux la pensée, la culture, les mœurs et les coutumes anciennes. Cela s'est appelé les 4 grandes activités de la Révolution qui ont débuté en mai et en juin 1966. Mais cette révolution culturelle s'est avérée être un instrument politique pour orienter les masses. Les masses orientées de l'idéologie djihadiste semblent, c'est leur particularité, avoir perdu leur propre instinct de survie pour n'aspirer qu'à un pur désir de mort et de destruction. Les masses, rappelait Freud dans son texte Psychologie des foules et analyse du moi, perdent tout sens critique, ce que M. Brunet nous a bien développé ce matin. Un individu à l'intérieur d'une masse connaît sous l'influence de celle-ci une modification en profondeur de son activité psychique. Il y a un accroissement extraordinaire de l'affectivité et un rendement intellectuel qui se restreint, les 2 processus étant orientés vers une assimilation aux autres individus de la masse, donc une perte de la singularité. Ces 2 thèses de l'accroissement de l'affect, phénomène le plus remarquable et le plus important de la formation en masse, et de l'inhibition de pensée, peuvent expliquer la suggestion réciproque des individus et la sensibilité particulière au prestige des meneurs placés en position d'idéal, et entraînant un processus de fascination. Ces meneurs, eux-mêmes fanatisés et fascinés par une forte croyance ou non, dans un cynisme absolu, pour pouvoir éveiller une croyance équivalente dans la masse. La force d'une telle croyance produit alors sur l'individu une impression de puissance illimitée et de danger, et se sentent invincibles, avec une impression régressive de toute puissance. La question que je me posais, là, ce passage à l'acte, s'appuie-t-il sur un pur désir de mort ou sur ces mécanismes de défense, que Mélanie Klein qualifiait de type maniaque? Voilà. C'est aussi tout ce qui concourt au principe de l'embrigadement sectaire. Dans son isolement, un individu peut être cultivé, dit Freud, mais dans la masse, c'est un barbare, c'est-à-dire un être de pulsion. Il possède la spontanéité, la véhémence, la sauvagerie et aussi l'enthousiasme et l'héroïsme des êtres primitifs. Le sujet d'une jouissance tempérée régresse alors au sujet de la pulsion, à la jouissance acéphale et anéantissante. Vous parliez tout à l'heure en disant qu'une fois qu'un sujet avait produit un acte de violence inouïe, c'était difficile de revenir en arrière. Et je pense que ça implique la question de la jouissance. J'avais écouté le reportage d'un militaire tchétchène qui décrivait la jouissance ressentie au meurtre d'un autre. Et il se posait la question de savoir comment il allait pouvoir vivre en se passant de cette jouissance-là. À l'époque maoïste, l'idéalisation envers Mao a été très forte et mobilisé tous les jeunes étudiants chinois dès 1965 qui ont réorganisé les universités en créant des courants de pensée, de critique, des débats très animés et qui ont abouti à des rapports, à des discriminations et des expulsions violentes d'abord des professeurs, des membres, des enseignants, tous ceux qui faisaient opposition à la mise en place d'une pensée unique, celle de Mao Tse-tung et de sa ligne choisie dans une triple démocratie, pour lui, celle de l'éducation, celle de l'économie et celle de la politique. Le projet était donc bien politique et les moyens ont été mis en œuvre à grande échelle pour la réalisation de ce projet. La naissance des Gardes rouges le 18 août 1966 a été acte politique de Mao qui visait la prise de pouvoir et qui entraînera cette haute marée révolutionnaire, dont la racine s'originait dans le conflit entre 2 politiques, celle de Mao et celle de Liu Shaoqi, et leur lutte pour le pouvoir. Le monstrueux désastre humain des 10 ans de révolution culturelle entre 1966 et 1976 fera dans les 40 millions de morts. Le deuxième trait commun que l'on peut trouver entre les 2 idéologies maoïstes et djihadistes est celle, j'en parlais avec Martin hier soir, celle de l'offre à la jeunesse, de l'offre du voyage et d'un horizon ouvert. Mao, du mois d'août à novembre 1966, il a lancé le mouvement du grand échange d'expériences révolutionnaires, le
Tachunlien. C'est-à-dire qu'il proposait à tous les étudiants de Chine de se déplacer gratuitement dans toute la Chine et de voyager pour leur faire étudier les expériences avancées des unités lointaines. Ces deux groupes ont été utilisés pour la propagation de la nouvelle vague radicale, les soldats et les étudiants, totalement enthousiastes de participer aux grandes affaires de l'État, d'où le côté exubérant de cette entreprise qui s'est achevée quelques mois plus tard dans le désordre et la destruction. Un des facteurs importants d'accroche de l'idéologie est aussi pour moi la question du désir de reconnaissance d'un sujet humain par un autre humain, de désir de reconnaissance dans son être de jouissance narcissique, dans son économie pulsionnelle et dans son désir. Les jeunes djihadistes là, qui se sentent écoutés, même par Internet, écoutés, reconnus dans leur statut de sujet, sont prêts à s'embarquer corps et âme pour la pensée et le discours d'un autre tout-puissant qui lui donne le sentiment d'exister, même si le discours de cet autre s'avère pervers. Il faut un temps psychique pour accéder à une capacité de discernement. La célèbre pianiste Zhu Xiaomei a pu s'arracher à l'embrigadement maoïste dans lequel elle s'était elle-même engagée en 1979. La femme de Mao Tse-tung avait décidé de vider toutes les écoles de musique de Pékin pour les envoyer dans les camps révolutionnaires. Cette jeune femme en a fait partie à l'époque et elle n'a pas hésité à vendre et dénoncer toute sa famille. Elle a pu se sauver quelques années plus tard dans une rencontre musicale avec Stern et demander une émigration aux États-Unis. Elle a écrit un très beau livre témoignage qui s'intitule « La rivière et son secret ». Ce qu'elle dit dans ce livre, c'est que la musique l'a sauvée, mais qu'elle sera à jamais meurtrie par cette expérience de la révolution culturelle, car elle se sent porteuse d'un handicap psychologique destructeur, animée de doutes, de manque de confiance en elle, en la vie. Elle se sent à jamais salie, coupable d'avoir pris part en fait activement à un processus de destruction active. Le régime les avait poussés à un tel point de déshumanisation, dit-elle dans ce livre, que sur le point d'être transformés en animaux, un réflexe nous a tout de même secoués. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une subjectivité peut être blessée jusqu'à en devenir informe, à être ratatinée, comme disait André Green, jusqu'à un point punctiforme, mais une lueur d'humanité peut persister, voilà. Et que c'est sur cette lueur que les ressources de l'homme peuvent s'appuyer au détriment de tout régime totalitaire. La conceptualisation de la pulsion de mort. Au début du XXe siècle, en pleine montée de la propagande nazie et suite aux dégâts psychiques observés chez les soldats revenus de la Première Guerre mondiale, à laquelle toute l'Europe aspirait avec euphorie à l'époque. Freud, alors en pleine théorisation sur la vie psychique, modifie son regard sur son fonctionnement. Cette vie psychique qu'il pensait jusque-là modulée simplement par une simple recherche de principes de plaisir, se heurtant à la réalité, sera plus profondément déterminée par un conflit plus élémentaire, la lutte en tout un chacun entre une pulsion de vie et une pulsion de mort. Un conflit qui habite chaque homme, et chaque ensemble d'hommes, chaque communauté d'hommes. Un conflit interne qui est immédiat à la vie pour la psychanalyste Mélanie Klein, psychanalyste d'enfants. La deuxième figure de la psychanalyse après Freud, chez qui, pour elle, pulsion de vie et pulsion de mort existent dès la naissance et seraient préalables à toute expérience vécue. Donc, une partie de soi inconsciente peut œuvrer à notre insu à la propre destruction. Cela prend le biais de la répétition inconsciente. Certaines personnes vont, par exemple, ce que l'on voit beaucoup en clinique, se mettre systématiquement dans des situations catastrophiques pour eux, mais sans comprendre pourquoi. Cette contrainte de répétition est inhérente à la dynamique des pulsions et de l'inconscient. Elle pousse à la répétition d'un événement traumatique dans le devenir du sujet, mais dans une tentative de résoudre et de réduire une tension pénible, mais qui reste traumatique elle-même. Freud l'a théorisé en 1920 dans son texte majeur, au-delà du principe de plaisir. Il s'était appuyé au départ sur une hypothèse biologique, celle d'un retour à l'inanimé de tout organisme vivant, dans un principe d'entropie.
ce qu'il a posé dès ses premiers écrits dès l'esquisse en spéculation, en position de référent majeur, et qu'il élargira plus tard en hypothèse à une pulsion de destruction qui est active dans nos sociétés. Je vous le cite là, dans le malaise dans la culture, le prochain n'est pas seulement pour lui une aide ou un objet sexuel possible, le prochain peut être aussi une tentation, celle de satisfaire sur lui toute son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ce qu'il possède, de l'humilier, de lui causer des douleurs, de le martyriser et de le tuer. Donc, le travail de ces deux types de pulsions subsumées derrière ce couple théorico-clinique de liaison et de déliaison, se situe au plus près du nuage de la vie et de la mort. Sur le processus de déliaison, en lisant le travail d'Olivier Roy là, dans l'avion, il m'a donné à penser. Il dit par exemple que toutes les attaques terroristes, il y a un processus de discontinuité entre les différentes formes d'attaques. Hein. Et ce processus de discontinuité est certainement pris aussi dans ces processus de déliaison. Hein. Donc, voilà. Mais toutes ces pulsions de mort ou de destruction se donnent rarement à voir en elles-mêmes, libres et déliées, comme la pulsion de répétition, car elles sont silencieuses, muettes, et souvent même liées à une notion érotique, comme l'avait proposé Sabina Spielrein en 1912, dans un texte « La destruction comme cause du devenir », texte qui avait inspiré Freud. Donc, cette pulsion de mort n'opère pas à partir de l'abolition des formes, mais donc en silence, par le biais de la répétition, des expériences négatives, du trauma, de la tuquée, ce qu'on appelle cette mauvaise rencontre du réel. Voilà. Elle opère à partir de la construction des formes pour les abolir. Donc, pulsion de mort et répétition œuvrent de concert chez l'être humain jusqu'au cœur même du désir humain. Et au cours de sa pensée, Freud a vu successivement dans cette pulsion de mort donc la compulsion de répétition, ensuite le principe du nirvana, élaboré à partir du thème sanskrit emprunté au bouddhisme qui signifie évasion de la douleur, menant à l'extinction et l'apaisement des tensions, une réduction des investissements au niveau zéro, tendant au narcissisme primaire absolu, puis cette tension et cette tendance à la destructivité prédominante dans notre civilisation, qu'il a nommée pulsion de destruction. Donc il ne la relie plus alors seulement à la recherche d'inertie, mais à cette destruction active de l'autre, attaque active de tout ce qui fait obstacle aux satisfactions pulsionnelles ou qui produit jouissance et satisfaction si on l'élimine. Cette notion devient fondamentale pour les tentatives d'application de la psychanalyse aujourd'hui à la société, à la religion et à la culture. Donc, dans le champ criminel du fanatisme idéologique, je partirai d'une réflexion de Freud aussi dans le malaise dans la civilisation. L'agressivité est une disposition pulsionnelle originelle et autonome de l'être humain. Mais la civilisation trouve aussi en elle son plus gros obstacle, rappelle-t-il en suivant. Donc il y a une discordance fondamentale entre l'être humain et la civilisation dans laquelle il s'inscrit. Ce malaise est pour Freud un fait historique et ontologique. C'est simplement l'ouverture du désir pratiqué dans l'imaginaire par la parole, dans notre jargon on dit par la castration, qui va délivrer de l'image de l'autre, du petit autre, pris pour notre double qui est à l'origine de l'agressivité. Il est nécessaire pour se civiliser, pour se construire, de dépasser l'envie et la haine, de renoncer à ses pulsions les plus meurtrières pour arriver à vivre ensemble dans une harmonie de société à laquelle aspiraient les sages antiques confucéens. J'ai travaillé sur ce sujet dans mon livre sur la pulsion de mort. Freud pensait que la société évolue comme un seul homme. Et donc, un temps psychique est aussi nécessaire au petit homme pour se civiliser, pour dépasser cette haine première définie par Mélanie Klein aussi dans sa position dépressive en 1934. Pour Mélanie Klein, l'être humain se construit dans deux temps psychiques dès la première année de vie qui peuvent se répéter tout au long de la vie, qui est une première position schizoparanoïde
très anarchique, dans lequel la violence, la haine et le fonctionnement paranoïde prédominent. Ce qu'on voit, à mon avis, dans ces cas de passage à l'acte aussi. C'est une régression à ces positions psychiques. Donc, la capacité d'humanisation est aujourd'hui bien malmenée dans les processus actuels de modernisation et de mondialisation. Le fonctionnement paranoïde avait été aussi constaté par le philosophe Theodor Adorno dans son analyse et sa critique du national-socialisme hitlérien. Il l'avait dénommé pathiche, le pathiche populiste. Ce nationalisme pathique, pathologique, qui a ouvert au fantasme collectif du fascisme et au délire collectif de l'antisémitisme, qui a trouvé appui sur certaines structures psychiques individuelles. Ce délire se substitue au rêve de voir l'humanité organiser humainement le monde, rêve que le monde s'acharne à détruire, dit Adorno, dans Modèle critique, repenser le passé. Donc, c'est le problème qui se pose dans toute propagande idéologique, qui s'appuie sur les pulsions de haine et de destructivité, ce que l'on voit aujourd'hui s'épandre en tache d'huile dans l'embrigadement idéologique islamique. Il n'y a pas que le mécanisme d'emprise mentale qui œuvre, mais aussi cet appui sur des structures psychiques fragiles et particulières, facilement manipulables, sur les structures psychopathiques aussi, il y en a un certain nombre, qui tirent jouissance de leurs pulsions meurtrières, sans conscience de l'humanité de l'autre, et qui témoignent d'une véritable carence éducative, culturelle, voire une démission de la démocratie. Moi, je dis ça à Toulouse, on a, je crois qu'il y a plusieurs cellules d'Al-Qaïda surveillées, on a des quartiers très très sensibles, et il me semble que la démocratie démissionne, supprime la police de secteur, supprime tout ce qui fait le lien social dans ces lieux, et laisse grossir des zones de non-droit. Oui. Dans le passage à l'acte kamikaze aussi, dans le fait d'entraîner l'autre et beaucoup d'autres dans la jouissance de sa propre mort, c'est refuser aussi à l'autre un mode de jouissance différente. Donc, ce serait à entendre comme un acte raciste, dans ce sens-là. Le racisme consistant à vouloir que l'autre jouisse de la même manière que soi, et refuse d'accepter la particularité de l'autre quant à son mode de jouissance différent. Je lisais aussi en venant le texte d'une consoeur africaine, Solange Faladé, qui avait travaillé sur Nelson Mandela et la rencontre de Mandela et de Klerk. Ces deux hommes qui ont réussi à dépasser leur haine, leur désir de revanche, pour œuvrer à une politique intelligente et œuvrer à un État multiracial. Si Mandela avait demandé uniquement un État noir, il aurait affiché la haine. Voilà. Je pense que c'était un exemple moral pour l'humanité sur lequel il faudrait que l'on revienne un petit peu aujourd'hui. Dans le fonctionnement psychique pathologique d'un individu, un système de défense s'organise, clivant, comme vous avez dit, la question du clivage, certaines parties qui peuvent fonctionner de manière perverse, un îlot pervers isolé. Une des conséquences du conflit engendré dans le moi par cette polarisation des deux pulsions de vie, pulsions de mort, est le clivage du moi. C'est aussi l'origine du surmoi, où une partie de la personnalité va venir surveiller et contrôler l'autre partie. Donc ces défenses, comme les symptômes, ont pour but de protéger le moi contre l'apparition de l'angoisse. Ça, vous l'avez bien montré, Monsieur Brunet, là, dans ces structures identitaires très, très désorganisées. Une partie psychotique clivée de la personnalité peut créer ses propres vérités aussi dans des idées délirantes. Le clénien James Gamil a posé le terme de système de contre-vérité psychique. Un système donc clos qui peut être entretenu dans la personnalité d'un seul ou d'un groupe à fonctionnement pathologique de délinquants, de drogués, de sectes, et aujourd'hui de ces groupes de jeunes islamistes extrémistes fanatisés. Les profils des tueurs des différentes attaques terroristes survenues en Europe ont montré chez ceux qui ne sont ni psychotiques ni psychopathes des personnalités fragiles, dépressives, au parcours d'enfance chaotique et au niveau familial et ou environnemental dysfonctionnel.
Mohamed Merah, qui a œuvré à Toulouse en 2012 avec les assassinats dans l'école juive, avait tenté de se suicider en prison. Mais quelquefois, le crime contre les innocents peut permettre un déclic, un dessillement, et une première étape aussi de déradicalisation chez certains embrigadés, comme par exemple l'infirmier Farid Benyetou. Cet infirmier, mentor des frères Kouachi, responsable de l'attentat Charlie Hebdo. Il a publié un ouvrage, Mon djihad, itinéraire d'un repenti. Donc, ce système de contre-vérité a rapproché pour moi du Pastiche d'Adorno, donne l'illusion d'avoir raison dans une pseudo-clarté et permet ainsi de fuir le vécu de dépression ou la propre angoisse face à sa structure pathologique. Mais on n'échappe pas à sa vie psychique. Œuvrer sur le versant de la pulsion de mort ne se fait pas sans fracas psychique intérieur, sans symptômes de paralysie, de cécité, de catatonie, d'hallucination, d'amnésie et de terreur, comme l'on a vu chez les revenants de la Première Guerre mondiale. Sans résurgence nocturne de cauchemars terrifiants ne laissant plus en paix. J'ai regardé récemment un reportage qu'il y a eu sur les enfants du califat, les lionceaux du califat, ces enfants auxquels Daesh apprend à décapiter dès l'âge de 3-4 ans. Et c'était très émouvant. Il y avait 2 petits garçons et un de 11 ans. Et celui de 11 ans commençait à avoir une pensée critique. Il disait « Je ne comprends pas ce qu'on m'a appris à faire, mais depuis que je fais ça, je fais des nuits terribles, je ne dors plus. » Donc il y avait une émergence d'une possibilité de critique. Pendant la Première Guerre mondiale, chez les forces alliées, la guerre a causé des troubles psychiques à plus de 1,6 million de soldats. Et en 1932, Einstein était venu rencontrer Freud pour tenter de penser avec lui toutes ces psychoses de haine et de violence qui peuvent se déchaîner chez l'homme, et dans une tentative de prévenir la Seconde Guerre mondiale. Il en sortira un texte écrit à 2, Pourquoi la guerre ? Publié à la Société des Nations et en 3 langues en 1933, au moment de l'avènement au pouvoir du Reichstag. Il faut dire qu'il sera censuré en Allemagne. Voilà. Au moment du procès de Nuremberg, les psychiatres américains ont tenté de comprendre s'il y avait un point commun aussi entre tous les criminels de guerre nazis et s'il existait une personnalité nazie pouvant expliquer le chaos qui a suivi, la dévastation de l'Europe, la mort de millions de personnes et la quasi-destruction de la culture moderne. Il cherchait à identifier un paramètre psychique pouvant prévenir l'apparition dans le futur d'un régime comparable, capable de contaminer des personnes en différents points du globe et de prendre des proportions épidémiques. La culture élevée de l'Allemagne, à l'époque, était infiltrée par une paranoïa dont le fascisme, l'agressivité et l'antisémitisme n'en étaient que les symptômes. Une maladie qui a laissé le pouvoir à un groupe d'individus paranoïaques, souffrant de mégalomanie, du besoin de dominer les autres, de complexes de persécution et de tendance à falsifier le passé pour réécrire l'histoire, faire coïncider le monde et la réalité. Ça, c'est pas sans évoquer d'autres choses. Il faut savoir qu'on peut présenter une personnalité de type paranoïaque sans délire sous-jacent. Les expertises psychiatriques des 22 nazis accusés au procès de Nuremberg, dont les âges s'étalaient de 38 à 72 ans, ont montré pour la plupart des individus sains, responsables et sans aucun type de déviance psychopathique. Le processus sous-jacent est simplement celui d'une morale perverse, créant un monde intérieur sans autre, extérieur, le dehors, en dehors des proches. Donc un monde sans autre, avec une éthique et un fonctionnement apparemment dans la norme. Göring, par exemple, l'ex-maréchal du Reich, qui a témoigné d'une cruauté inouïe et d'une ambition dévorante au prix de briser et de ravager tant d'existences, a été un époux aimant et un père attentionné. Il a simplement été qualifié par le psychiatre Kelly d'individu narcissique agressif. Mais aucune idéologie ne peut légitimer la violence des nazis comme celle des djihadistes. La tentation du bien est beaucoup plus dangereuse que celle du mal, dit le psychiatre Boris Cyrulnik, qui est à l'origine du terme de résilience, dans un échange intéressant qui est paru dans Le Monde là, cet hiver avec Zvedan Todorov.
C'était le titre de leur échange. Voilà. Donc, on ne laisse pas impunément le curseur de son psychisme sur le versant rouge de cette pulsion de mort. Et une part de cette pulsion de mort, comme l'avait montré Freud, se défléchit par la projection vers l'extérieur dans l'attaque active, mais l'autre part se retourne vers soi, se liant à la libido, ce qui explique la satisfaction libidinale érotique qui peut être ressentie dans l'autodestruction sur le versant masochiste. La plupart des égarés, auteurs des attaques terroristes, retournent la mort vers eux en se faisant exploser, souvent bien avant avoir eu le temps d'avoir tué davantage de victimes, ou oublient leur papier d'identité sur le lieu du crime. Un des points communs entre les criminels terroristes et les criminels nazis se trouve peut-être aussi dans la tendance à l'utilisation de drogues et de toxiques pour passer à l'acte. Drogue qui entraîne un effet de dépersonnalisation. Le sujet va être absent au moment de l'acte. Drogue aussi dont les effets pourraient atténuer l'angoisse devant le risque de sa propre destruction, expliquant que certains éclatent de rire en tuant. La plupart des nazis étaient drogués. Cocaïne, héroïne, morphine, méthamphétamine. Et Göring, lorsqu'il a été arrêté, lui, il était dépendant à la paracodine. Un tranquillisant proche de l'opium, il en avait besoin pour dormir, tout simplement. Mais la valise qu'il transportait avec lui au moment de son arrestation, qui faisait 70 kilos, égalait pratiquement le volume des réserves mondiales de l'année de production du médicament. Il avait simplement réquisitionné le laboratoire pharmaceutique allemand. Le groupe Al-Qaïda s'est appuyé sur l'idéologie hachachine, promouvant l'utilisation au début massive de hashish comme moyen de dépersonnalisation avant de se lancer dans les commandos suicides. On parle actuellement de la drogue des djihadistes du Captagon qui coupe toute émotion, toute peur, toute douleur et qui a des effets stimulants. Il faut savoir qu'à Paris, à l'aéroport de Charles de Gaulle, ont été saisis en douane entre janvier et février 2017 135 kilos de cette drogue. Voilà. Donc ces utilisations sont paradoxales avec des idéologies prônant la pureté. Alors, dans l'ouvrage de Olivier Roy, j'ai relevé un point sur la sociologie aussi du djihadiste et qui me paraît important à relever. C'est la notion du couple qui est important avec un parcours de désocialisation du couple dans la marginalisation de la communauté qui s'affilie de ce même, créant une contre-société virtuelle. Donc produisant des petits maîtres, comme des petits gourous qui sont des maîtres de vérité. Olivier Roy parle, il dit qu'ils vont même jusqu'à pouvoir engendrer leurs propres parents. Là, pour nous, en tant qu'analystes, ça peut être pris dans des fantasmes d'engendrement. Ce que j'ai relevé aussi dans ce que j'ai lu, c'est que l'importance du couple et des enfants. Beaucoup font vite des enfants avant de passer à l'acte. Et il y a aussi ce reportage sur ces lionceaux du califat, donc sur ces futures bombes humaines fabriquées dès aujourd'hui. L'importance des fratries, là je vais y revenir, parce que ça, moi je l'avais travaillé moi-même, et beaucoup de radicalisés aussi orphelins, qui n'ont pas de père. Il a relevé dans ses constantes aussi que la plupart sont des individus de deuxième génération d'immigration, qui étaient au départ plutôt bien intégrés, 60%, qui n'avaient commis que des actes de petite délinquance, qui se sont radicalisés en prison et qui vont jusqu'à l'attentat et la mort. Un pourcentage de convertis, 25%, mais ce n'est pas une conversion, je dirais, religieuse. Ils se surnomment les born again, c'est-à-dire ils se radicalisent sur Internet quelques semaines ou quelques mois dans un pseudo-discours religieux capté là à l'écran, laissent des traces de leur discours sur Facebook et sur tous les serveurs avant de passer à l'acte. Et ce qui m'a inquiété aussi en lisant ça, c'est que je pensais par rapport à l'objet d'identification des psychotiques, le psychotique ne va plus s'identifier au grand homme que représentaient le Christ ou Napoléon, par exemple, mais actuellement, beaucoup de délires psychotiques, le psychotique s'identifie à Daesh. Donc il y a aussi ce phénomène-là de culture de la mort. Voilà.
Voilà. Donc je vais ouvrir sur les questionnements que cela pose dans notre civilisation là d'aujourd'hui. L'accès à la maturité d'un individu ou d'un peuple ne s'effectue qu'à partir de l'élaboration de cette position dépressive dont parlait Mélanie Klein. Pouvoir dépasser psychiquement la haine, hein, et tous les fantasmes, toutes les projections inhérentes autour au début de la vie. Il n'y a que ce travail psychique qui peut ouvrir à une véritable transformation, hein, c'est un mot important, sur un autre registre qui est celui de la créativité, de l'esthétique, de l'enthousiasme et de l'amour. La question que je me pose, c'est serions-nous, en ce début du XXe siècle, pris dans un moment de répétition des traumatismes non dépassés du XXe siècle, hein, et donc et qui font retour aujourd'hui dans le politique. Ce que l'on ne peut que constater aussi dans notre monde occidental, c'est que l'expansion accélérée de l'idéologie de l'économie de marché, hein, du pouvoir de la finance, de la raison algorithmique de l'ère digitale et numérique, s'accompagne de la montée des raisonnements de type mytho-religieux et de l'inflation aussi du nombre de sectes. Le témoignage de ce jeune djihadiste repenti exprime quelque chose qu'il nous faut entendre. C'est dans Les Revenants, un jeune homme qui a écrit djihadiste pour devenir quelqu'un et que je ne nommerai pas non plus. Je suis d'accord avec M. Brunet. On nous pousse à consommer plus, mais au bout d'un moment, consommer, ça ne donne pas raison de vivre. Certains ont besoin d'un autre projet. Voilà. Donc, je crois qu'il nous faut avoir un regard critique aussi sur nos sociétés occidentales et sur nos démocraties qui peuvent n'ouvrir peut-être que du vide pour ce jeune homme, ces jeunes en errance, hein, comme vous avez dit, et qui peut être une causalité d'expliquer cette mécanique, cette logique destructrice qui l'a poussé à devenir djihadiste pour exister. La sursaturation prosaïque du quantitatif, du chiffre, au détriment de la vérité de l'être et de sa parole, étouffe aussi toute possibilité d'espace poétique et de créativité, hein, ne laissant la voie possible qu'à la décharge pulsionnelle. La radicalisation islamique prend aujourd'hui la dimension d'une véritable épidémie et contamine, comme le nazisme, différents points du globe. Mon confrère Fethi Benslama a écrit beaucoup d'ouvrages, hein, sur le sujet, en analyse les ressorts. Je vous cite un de ses livres, Subjectivité et politique de la radicalisation. Ça, c'était un article qu'on a écrit dans un ouvrage collectif auquel j'ai participé, Pourquoi la guerre, là, qu'on a mis en place juste après les attentats de janvier 2015. Donc, la radicalisation n'est plus spécifique non plus aux classes populaires et à la banlieue. On assiste à une extension du phénomène à la classe moyenne et à une augmentation de la proportion des femmes, de l'ordre de 30%. Un de mes confrères, anthropologue et psychanalyste, Marcos Zafiropoulos, le lie à notre malaise social dans une pathologie de l'idéal et du surmoi, qui crée toutes ces pathologies de l'acte auxquelles on est confronté en clinique, que l'on retrouve dans les troubles du comportement alimentaire, toutes les addictions diverses, et ce virage de l'acte terroriste chez l'individu malade de son surmoi, hein, porteur d'un surmoi de poche, comme dit mon autre collègue Marie-Jean Sauré, à la place de l'éthique. Hein, des surmois vendus en kit sur Internet, vecteurs de haine et d'intériorisation du fascisme. Fethi Benslama avance même le terme de surmusulman, hein, justement dans cette déconstruction et déculturation de la religion de l'islam. Mais ce terme est-il à même de qualifier tous ceux qui abandonnent les valeurs de l'islam ? Le djihadiste adhère à une croyance collective très large, celle du mythe identitaire de l'islamisme, actuellement dans un dérèglement suicidaire. Un dérèglement infiltré, je dirais plutôt, par une nouvelle maladie paranoïaque au service d'un petit nombre qui falsifie à nouveau le passé et réinterprète les textes. L'offre radicale s'appuie et se saisit des impasses de la traversée de l'adolescence, donc une période tout à fait avide d'idéaux pour pouvoir s'appartenir en se réinventant, dans un remaniement de l'identité. Elle offre un horizon mêlé d'idéal et de romantisme d'un Orient mystérieux.
elle crée aussi une demande dans un état de fragilité identitaire qu'elle transforme aussi en puissante armure. Donc, j'ai relevé dans les textes que j'ai lus le signifiant du frère, qui est avancé dans le discours de propagande. On leur martèle d'oublier leur famille de mécréants et d'ouvrir les bras aux nouveaux frères. Le modèle du frère est souvent considéré comme un double, qui peut être support d'envie, comme saint Augustin l'avait décrit dans ses Confessions de l'Invidia et qu'avait repris Lacan. C'est ce petit frère de lait décrit comme un tableau, celui qui à la fois fait envie et provoque la haine jalouse. Cette haine de celui qui observe son petit frère appendu au sein de la mère et qui lui a l'air dans un état de ravissement. Le frère, c'est aussi le lieu du surgissement imaginaire du désir et du mimétisme. Il y a du frère dans tous les avatars de la construction du moi, dans la composition du narcissisme. Dans notre époque marquée par la faillite des pères, la dimension du frère surgit donc comme support identificatoire, brèche dans laquelle s'est introduite ce discours de propagande. Je suis pratiquement terminée, je termine. Ouais. Le frère, voilà. Alors, dans le centre scientifique dans lequel je travaille, on a des collègues musulmans qui vont visiter les prisons et les jeunes en prison et qui essaient de développer un contre-discours. Cela me paraît important, mais à mon avis, cela ne me paraît pas suffisant parce qu'il nous faut trouver de nouveaux modèles et de nouveaux idéaux pour notre jeunesse en mal d'horizon. Et il nous faut résister collectivement à cette invasion marchande, quantifiée, numérisée de nos espaces psychiques. L'être humain a besoin de vivre poétiquement. La civilisation technique et industrielle du XXe siècle a laissé l'espace à deux révolutions poétiques, je le rappelle, le romantisme et le surréalisme, qui ont donné à la capacité de créer et à l'amour leur place suprême. Donc, notre civilisation du XXIe siècle qui s'annonce, laissera-t-elle la place à l'espace psychique ? Il n'y a que l'amour, la reconnaissance de l'autre et le soin donné à la vie psychique qui permettent de la nourrir et de lier ensemble les forces de liaison. Et d'œuvrer contre la déliaison de la pulsion de mort, pour œuvrer du côté de la symbolisation, du côté de la vie. J'ai un autre beaucoup de Français travaillant sur ces thèmes. Roland Gori travaille aussi, lui dénonce la question de la disparition du sujet actuellement au profit de machines interconnectées et dénonce un technofascisme qui se met en place. Voilà, justement sur le réactionnel, voilà, du témoin réactionnel. Ces nouvelles idéologies, peut-être, qui dirigent le monde occidental, ne peuvent que créer un contrepoint des idéologies réactionnelles, nihilistes, que sont celles du terrorisme djihadiste. Voilà. Foucault l'avait peut-être déjà compris dans les années 80, au moment de la révolution islamiste iranienne, quand il a écrit de manière visionnaire: le problème de l'islam comme force politique est un problème essentiel pour notre époque et les années à venir. Voilà. Il percevait déjà dans cette révolution l'aspiration à un changement et à une émancipation. Tout totalitarisme n'est que le symptôme d'un véritable effondrement intellectuel et spirituel, une déculturation générale. Je disais tout à l'heure au déjeuner à Ali, la destruction des mystiques soufis les plus élevés dans la transcendance et du côté du spirituel sont tués, sont rasés. Il y a une volonté de destruction. Voilà. Donc les psychanalystes ont et auront du travail dans tous ces craquements du monde moderne. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry dans une lettre à un otage, à un ami juif qui restait en France à l'époque de la guerre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr. Loret. Peut-être, pendant que les gens préparent une intervention, une question, une remarque, je peux faire 3 rapides remarques. D'abord, souvent, quand je traite de la question, et je traite de la question de la pulsion de mort, je me retrouve à une table où j'ai un autre psychanalyste qui, lui, au contraire, n'utilise pas la pulsion de mort et critique énormément la pulsion de mort. Alors là, nous sommes 2 aujourd'hui à utiliser cette notion-là, qui est quelquefois contestée. Je pense qu'elle est contestée surtout parce qu'on a eu beaucoup d'analystes pour
pour lesquels ça devenait une fin en soi, ça devenait une chose en soi, la pulsion de mort. Ah voilà, ils agissent comme ça, c'est la pulsion de mort. Alors qu'en réalité, bon, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que je fais. Vous parlez que le but, pas le but, l'objectif, mais la fin, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est une déliaison qui rend l'action de la pulsion de mort libre, mais ça n'empêche pas de se poser la question, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les processus psychiques qui font que cette pulsion de mort va se libérer comme ça? Et je pense que c'est ça la grosse question qui nous intéresse. Deux petites remarques aussi en passant. Je suis complètement d'accord quand vous dites il faut trouver de nouveaux idéaux, il faut leur proposer de nouveaux idéaux. Et j'en parlais à l'heure du dîner. On ne peut pas, et je vais prendre une image, on ne peut pas demander à quelqu'un d'abandonner une bouée de secours en plein milieu de l'océan. Mais par contre, si on lui fournit une autre bouée, plus belle. Voilà, et plus solide, ou un radeau, hein? Mais parce qu'on oublie que il s'agit d'une nécessité dynamique pour ces gens. La destructivité devient une nécessité vitale, dynamique. Ce n'est pas sans raison qu'il s'accroche à la destructivité. Et une troisième courte remarque. Sommes-nous dans une question extrêmement intéressante? Et peut-être qu'il faudrait organiser même un colloque là-dessus. La question est fantastique. Sommes-nous dans la répétition de traumatismes qui se rejoue selon le principe du principe de la contrainte de répétition? Hein? Et on peut poser la question à deux niveaux. Je reprends votre question, je la pose à deux niveaux. Il y a un niveau politique, social, qui me semble incontournable et à étudier, mais dans le renversement. Bien sûr, on a parlé du renversement. On a eu deux à parler du renversement du passif en actif. Hein? Donc, au niveau social, un renversement et donc une reprise par une contrainte de répétition d'un traumatisme. Mais aussi, je pense que quand moi j'étudie les entrevues, les verbatims des entretiens avec des jeunes radicalisés, en fait, ils perçoivent un traumatisme à l'extérieur qui est en fait un traumatisme intérieur. Mais ils ne le perçoivent pas. Ils ne sont pas capables de le percevoir aux deux endroits en même temps. Il ne peut être qu'à un endroit. Donc, on le perçoit à l'extérieur. Alors, je trouvais votre question absolument... c'est une ouverture extrêmement intéressante à la discussion. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, une perception en miroir, effectivement, et sans pouvoir encore le nommer et le mettre en mots. Il me venait aussi une question par rapport à cette répétition-là aujourd'hui. Je pense que la pensée de Mélanie Klein peut nous aider aussi à penser les choses pour elle, et aussi la capacité de deuil. C'est-à-dire, nous n'avons pas fait le deuil de la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois n'ont pas fait le deuil de la Révolution culturelle. Et pour Mélanie Klein, il y a deux processus. Soit le deuil se traverse, mais avec une douleur psychique à traverser et une phase dépressive. Mais c'est que par cette voie-là que l'on peut arriver à créer autrement. Et sinon, il y a un mécanisme défensif qui est une fausse réparation, une tentative de deuil, mais qui est pathologique et qui utilise les ressorts des mécanismes de défense maniaque que sont le déni, la toute-puissance, le rejet de l'autre. Voilà. Et je me demande aussi si ces processus ne sont pas aussi à l'œuvre. Ça peut nous aider, voilà, à penser un peu les processus. Oui. Absolument. Je vais laisser la parole. J'allais continuer, mais je vais laisser la parole à M. Imbeau. Mais je pourrais revenir peut-être sur cette notion-là, sur ces notions de Mélanie Klein qui me sont très chères aussi. Oui, merci, professeur Brunet. Merci beaucoup à vous, Madame Loret, pour votre présentation excellente. Il y aurait beaucoup de questions à poser, beaucoup de sujets à aborder. C'était foisonnant d'idées. Mais j'aimerais revenir là, sur un aspect de votre présentation. C'est l'aspect du leadership. Vous avez parlé de Mao Tse-tung, donc, qui a joué ce rôle là, de leader, qu'on idéalise, qui a donc galvanisé le fanatisme. Du côté des djihadistes, vous avez parlé de Daesh. Daesh a été un leader collectif, disons, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de personnalité comme telle comparable à Mao. Et ma question, c'est,
est-ce qu'il y a une telle personnalité, un tel leader, ou c'est une entité, un groupe comme Daesh? Et comme Daesh est en train de disparaître peu à peu, là, bientôt il n'y en aura plus de Daesh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quel est le leader actuel là, du djihadisme, au sens où vous l'avez employé là, pendant votre présentation? Oui, effectivement. Dans les années 2000, après les Twin Towers, il y a eu Ben Laden. Hein, effectivement, et actuellement, il n'y a pas de nom qui émerge. Et effectivement, ça peut laisser la place à une figure émergente qui va arriver d'un coup et prendre cette place de leader. Ça me fait penser au film de Chaplin, hein, où la foule va être galvanisée simplement par le fureur, par une voix vociférante. Hein, qui va prendre la place de cette voix vociférante, hein, sans forcément qu'il y ait un énoncé derrière. Ouais, très bonne question. Mais à Toulouse, il y a eu un scandale dans une clinique. Le président du Conseil de l'Ordre est un ancien obstétricien qui a travaillé dans le monde entier, dans des ONG. Et il y a quelques années, au moment où il allait accoucher une femme voilée, le mari ne voulait pas qu'il accouche sa femme. Il était le seul médecin de garde. Il a fait l'accouchement de force, mais le mari a terrorisé tout le personnel hospitalier. Et quand le bébé est né, le père a pris le bébé comme ça et il a dit « je vais l'appeler Oussama ». Et tout le personnel a pris ça pour une grande violence. Hein. Ça a été. Est-ce que je peux me permettre? Oui. C'est que on pense toujours qu'il y a d'abord un personnage très important qui va attirer. Mais en réalité, quand on étudie les sectes religieuses, on s'aperçoit que c'est plutôt des gens qui massivement vont investir quelqu'un de cette idéalisation-là, qui va devenir très important. Au début, le leader d'une secte, c'est quelqu'un de pas très important, mais qui est un peu plus organisateur, et il se fait investir. Et c'est ça qui est fascinant, parce que on peut se débarrasser d'un Ben Laden, on en trouvera un autre, on en créera un autre. Et comme Freud l'a dit, autant dans la mélancolie que dans l'idéalisation, en réalité, comment dire, c'est pas nécessaire que ce soit une personne non plus. C'est une idée, ça peut être une idée. Hein. C'est vrai, ça me fait associer avec ce que disait Lacan dans la question du discours du maître et de l'esclave. Hein. C'est l'esclave qui promeut le maître. Voilà. Hein, voilà. Lui, il a mis le maître en S1, l'esclave en S2. C'est du S2 qui fabrique du S1, du maître. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention? Alors, je vous remercie tous et je remercie énormément Madame Lorrain.